Bonsoir à tous et bienvenue à Georges Fenech, Jérôme Béglé, Gauthier Lebret. On parlera forcément d'Éric Zemmour et de 7% et Olivier d'Artigol. Bonjour et merci d'être avec nous. La séquence deuxième tour est enclenchée. La campagne est partie sur le terrain et les candidats sont, j'ai envie de dire, à portée de gifle. C'est comme ça qu'on dit ? À portée de baffe. À portée de baffe. Eh bien, on va voir 2 ou 3 séquences qui sont intéressantes de ce point de vue-là, puisqu'Emmanuel Macron était à Denain. C'est une des villes les plus pauvres de France aujourd'hui. Et il a rencontré 1 et 2 infirmières qui ont échangé avec lui sur son quinquennat. Écoutez cette séquence. On nous a enfermés pendant 2 ans. Mais non, on a muselé nos enfants. Non, mais dans les écoles. Si, on nous a enfermés mais, pendant 2 ans. Vous n'êtes pas dans la vraie vie, là, du tout. On n'est pas dans la vraie vie, c'est à vous que vous dites ça, parce que les écoles en France, elles ont été... rire devant les écrans, oui, parce que les gens, ils pourront vérifier. Les écoles, elles ont été fermées en mars, elles ont rouvert le 11 mai 2020 dans notre pays. Vous avez muselé nos enfants. Ne dites pas qu'un masque est une muselière, vous parlez avec un masque. Les mots ont un sens. Vous confirmez que le devoir est au-dessus du droit. Non, je pense que l'un ne vit pas sans l'autre. C'est ce que vous avez dit quand même, emmerder les non-vaccinés, on était des sous-citoyens. J'ai jamais dit sous-citoyen, j'ai jamais dit sous-citoyen, madame. J'ai jamais dit sous-citoyen. J'ai jamais dit ça. Quelqu'un a les images. Non, j'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit, c'est pas mes formes. Et donc, emmerder les non-vaccinés, ça vous l'avez dit. Oui, mais je l'ai dit de manière entre guillemets affectueuse parce qu'on m'a dit. D'accord. Non, c'est affectueux d'emmerder les gens, d'accord. Oui, si vous le prenez comme ça. Quand vous le prenez comme une insulte, oui. Non, mais quand vous dites. Quand quelqu'un me dit je t'emmerde, excusez-moi, je vais pas polémiquer là-dessus. Ça c'est une insulte. Non, ça c'est une insulte, mais c'est pas ce que j'ai dit. Bon, il va au combat, j'ose dire, c'est un dialogue impossible. Le dialogue est impossible. Voilà, le dialogue est absolument impossible, mais en même temps, c'est la démocratie directe, j'ose dire. C'est ce qu'on lui reproche de ne pas avoir assez fait pendant ces 5 dernières années. Donc autant qu'il le fasse un peu là, d'ici le second tour. Je découvre emmerdé et affectueux. C'est une expression que j'emploierais plus souvent dans ma vie privée, peut-être même dans ma vie professionnelle, que maintenant, il y a une définition, il y a un codicile à la définition d'emmerdé qui me va assez bien. Donc autant en profiter. Merci, Monsieur le Président. Vous pourrez dire, oui, effectivement, vous pourrez dire ça dans un rapport parfois hiérarchique, je vous emmerde, mais c'est affectueux, Pascal. Bien évidemment, pourquoi pas. Non, mais effectivement, alors, mais je disais, c'est la limite quand même de l'échange, et on va écouter la première de cette femme qui échangeait avec le président de la République. Elle s'appelle Élodie. Alors, je précise qu'elle est non vaccinée. Qu'elle dira plus tard quand même que ses enfants sont en dehors du système scolaire. Donc j'ai compris qu'elle... Et d'ailleurs, le président de la République lui dira vous faites un choix de société différent. Donc c'est aussi des gens... alors c'est le principe de pouvoir dialoguer avec le président de la République, mais c'est quand même des positions qui sont assez extrémistes. Non vaccinés, oui, marginales, vous avez raison. Tu retires tes enfants de l'école parce que tu considères manifestement que c'est pas assez bien. Ils sont non vaccinés. Bon, tout le monde est non vacciné chez toi. Et tu prends un masque pour une muselière, ce qu'on a dit parfois ici d'ailleurs. On a parfois caricaturé les choses de cette manière-là. Alors écoutez cette femme. C'est parti quand même des taxes en fait. Que c'était le président des taxes et qu'il augmentait les taxes. Mais il m'a dit que non, c'était pas vrai. Non, il m'a dit que c'était pas vrai. Il a essayé de m'expliquer avec ses mots de président et ses en fonction de l'offre et de la demande, etc. Mais il m'a quand même dit clairement que non, c'est pas vrai. Lui, c'était le président qui avait baissé les taxes. Ça, il a quand même dit clairement et c'est assez. La taxe d'habitation, notamment. Ouais. Et ce que je retiens aussi, c'est qu'il m'a dit quand même que je n'étais pas dans la vraie vie. Celle-là, elle est mignonne, quoi. Parce que je pense que c'est pas voilà, quoi. Enfin, c'est juste risible, en fait. C'est tout ce que les Gilets jaunes disent depuis 3 ans et demi. C'est eux qui vivent pas dans notre monde, en fait. Enfin, voilà. Après, ok, je représente pas le peuple à dire qu'on est tous contre Macron. Je sais bien qu'il y en a qui ont voté pour lui, mais il y a quand même, on va dire, 80% de la population qui n'ont pas voté non plus pour lui, quoi. Bon, l'autre témoignage, c'est la femme qui était la deuxième femme qui interrogeait le président de la République. Écoutons-la. L'échange ne m'aurait pas convaincu quoi qu'il pouvait se passer. Pourquoi ? Parce que la fracture, elle est là. Oui, non, Macron, c'est irréparable. Elle est irréparable, complètement. Emmanuel Macron, c'est pas votre président ? Ah non. Ah, pas du tout. Non, c'est pas. Non. C'est pour ça que justement. La France, elle vole en éclats. Juste avant qu'on soit interviewé, je lui ai dit, on va lui dire bonjour Monsieur Macron, parce que c'est le président de la France, on va pas lui dire mon pote, mais par contre, je lui dis, moi je lui dirai pas Monsieur le Président parce que c'est pas mon président. Non. Moi je l'ai pas élu. Moi je suis restée 3 ans et demi dans la rue, c'est ce que je lui ai expliqué. Je suis pas une méchante, je suis pas violente, je voulais juste crier ma rage et qu'on m'entende. Et tout ce que j'ai eu, c'est de la répression. C'est la seule chose que j'ai reçue en retour, en fait. Georges Fenech, ces femmes, elles sont complètement marginales
ou elles sont représentatives d'une France aujourd'hui qui dit « je ne reconnais même plus ce président si je n'ai pas voté pour lui ». Elles sont quand même représentatives, d'une certaine Vous part. pensez? Oui, je pense. Je pense que c'est intéressant de voir l'immersion d'un président de la République au milieu des citoyens. C'est très intéressant, cette séquence. Et vous voyez, par exemple, moi, j'ai toujours été contre le non-cumul des mandats. Par exemple, un député, il ne peut plus être maire. C'est le maire qui est au contact direct. C'est très important. Alors, évidemment, on ne va pas trouver des solutions immédiatement après des discussions de trottoir, en réalité. Mais on prend le pouls. Et prendre le parti, quelque part, ensuite, de sa propre réflexion. Moi, je me souviens, quand il a fait l'itinérance à Strasbourg, il avait lancé en pleine figure toutes les questions des taxes, etc. Quelques semaines plus tard, il y a les gilets jaunes. Vous voyez ? Donc, c'est au contact du peuple, finalement, du citoyen, qu'on arrive à percevoir des choses qu'on ne perçoit pas forcément. Mais ce n'est pas non plus la parole d'évangile, celle qui vient toujours du peuple de cette manière-là. C'est pour ça que c'est... Mais c'est très mystérieux. C'est la démocratie. Moi, quelque chose que j'ai toujours trouvé très mystérieux. Pourquoi on prend un bulletin avec un nom et on le met dans l'urne? Allez savoir. Je remarque que les sondages, d'ailleurs, se sont trompés cette fois-ci encore. Oui, fortement. Ils ont donné les 4 dans l'ordre. Fortement. Mais alors, les taux... Fortement. Hein, et alors là, ils passent à travers les mailles, les sondages. Parce que Valérie Pécresse, Éric Zemmour, évidemment, ils se sont trompés fortement. Il donnait à la fin Zemmour à 8, il fait 7. En revanche, Pécresse était aussi à 8, elle fait la moitié. Il y a 4, je On dirais... dit qu'elle a perdu 3 points à cause de l'utile. Si je suis Jean-Luc Mélenchon, je me dis que je ne suis pas au deuxième tour à cause des sondeurs. Hein. Ah oui. Parce que si les sondeurs l'avaient mis à... À cause de Fabien Roussel, Yannick Jadot et Anne Hidalgo. Mais si vous me permettez, si la semaine dernière, jeudi ou vendredi dernier, Mélenchon sort à 20, peut-être que le vote utile pour Jean-Luc Mélenchon, il peut jouer davantage qu'il n'a joué et que les gens n'iront pas, chez Roussel, Hidalgo, etc. Mais c'est quoi aussi les a gagnés dans les derniers jours. Je peux dire quelque chose Oui, sur l'échange, moi ça m'intéresse. La fracture est totale et définitive entre... Je ne trouve pas de vertu pédagogique dans ce qu'il fait, ni de point marqué pour lui, parce que la fracture est là, elle est béante. Alors, il ne faut pas qu'il parle. Et ces personnes-là... Donc, s'il parle, c'est pas bien. S'il ne parle pas, c'est pas bien. Non, je dis simplement qu'on sent bien qu'il est dans une volonté de pédagogie, d'expliquer. Mais il a en face de lui une France qui existe, qui ne lui pardonnera jamais la manière dont ce quinquennat s'est déroulé. Qu'ils ont vécu comme un quinquennat d'arrogance les concernant à différentes étapes. Les gilets jaunes, la crise sanitaire, la manière dont on a pu leur parler concernant l'adhésion au vaccin. Il y a eu un premier tour, hein, Olivier. Non, je sais bien que... Non, mais le premier tour, je l'ai bien analysé. Il est en tête quand même. Hein. Ce que je veux simplement dire, c'est que s'il pense, sur la dernière ligne droite, se réconcilier avec une France qui est nouvelle, il n'y arrivera pas. Comment? Je dis, vous allez retourner votre veste rapidement. Mais moi, je ne retourne pas la veste, je regarde objectivement. Je veux dire, vous avez... C'est la chanson de Dutronc, là, oui. Non, mais pas du tout. Moi, je regarde objectivement. Non, mais par exemple... Olivier dit une chose, je dis, mais oui, mais quand même, les Français l'ont porté en tête. Alors, écoutons justement séquence avec l'hôpital, sur l'hôpital, parce que cette dame, on va continuer après, elle dit, j'ai la rage. Moi, vraiment, j'ai trouvé que c'était intéressant, j'ai la rage. Regardez dans les hôpitaux, toutes celles et ceux qui sont dans les... J'ai mon filleul qui travaille en réanimation, il m'a dit que ça... Eh bien, c'est très bien. Moi, j'entends aussi toutes celles et ceux qui, depuis 2 ans, travaillent d'arrache-pied. C'est ça, la réalité. Ils travaillent d'arrache-pied parce qu'on leur enlève des moyens, monsieur. Ils ont leur phase aiguë. C'est ça qui est ressorti aussi. Hein. Oui, alors on leur enlève beaucoup de moyens. Il y en a beaucoup en burn-out parce que les postes de travail sont de plus en plus compliqués. Les horaires sont de plus en plus compliqués. Vous voulez que je vous réponde ou vous voulez pas que je vous réponde? Vous savez... Bah, allez-y, répondez-moi. Ça vous intéresse pas du tout? Répondez-moi, allez-y. D'accord. Allez-y, moi je vous écoute. Parce que le dialogue, vous savez, c'est d'essayer de pouvoir interagir. Franchement, j'ai la rage. D'accord. J'essaye de rester calme. Mais madame, je suis pour toi. Je viens vers vous. Je vous parle. Oui, parce que j'ai... Non, mais je vous parle. Je viens là pour échanger. Donc, dialogue impossible. Dialogue impossible. J'ai la rage. Elle est courageuse quand même de s'adresser au président de la République de cette manière dont elle s'exprime. Comment? La faim, elle souffre. Et donc, ça donne tous les courages, certainement. Il est exactement 20h14. Jeanne Cancard, c'est à vous. Si la Russie est déclarée en défaut de paiement par l'Occident, Moscou saisira la justice. C'est ce qu'a affirmé aujourd'hui le ministre des Finances russe. Samedi, la Russie a été abaissée au niveau de défaut de paiement sélectif après avoir réglé en roubles une dette en dollars. Un pays est considéré en défaut lorsqu'il est incapable
incapable d'honorer ses engagements auprès de ses créanciers. L'Union européenne réfléchit à de nouvelles sanctions contre la Russie tout en maintenant son unité. Les ministres des Affaires étrangères de l'Union ont commencé aujourd'hui à discuter d'une 6e série de pénalités à l'encontre du pays. Mais le consensus est de plus en plus difficile à trouver. La majorité des ministres ont plaidé pour l'arrêt des achats de pétrole et de gaz russes, mais certains pays, comme la Hongrie, s'y opposent toujours. La journaliste russe qui avait interrompu un JT pro-Kremlin devient correspondante en Ukraine pour un média allemand, devenu une égérie anti-guerre après son irruption mi-mars en plein direct pour alerter la population sur la réalité de la situation en Ukraine. La jeune femme avait été brièvement arrêtée puis condamnée à une amende. On pourra analyser après évidemment les résultats d'hier soir, séquence une nouvelle fois et c'est retour sur la crise des Gilets jaunes cette fois. Moi, je trouve quand même que depuis 5 ans, les valeurs de la France, elles volent en éclats, notamment à cause de vous. Parce que les valeurs de solidarité, de partage et de fraternité, on les a retrouvées dans la rue avec les Gilets jaunes, hein, parce que heureusement qu'ils sont là. Oui, vous comprenez, mais vous nous avez pas trop compris. Vous, par contre... Non, mais pardon, c'est pas vrai. Moi, je suis allé au contact de celles et ceux qui étaient prêts à discuter. Attendez, Monsieur Macron, on a un ami qui s'est fait éborgner alors qu'il ne faisait rien du tout. Avec moi, et au final, là, ça va faire 2 ans et au final, il n'y a rien qui se passe. Nos policiers et gendarmes, ils ont été soumis à un front de violence aussi. Je veux dire, alors après, il y a à chaque fois des enquêtes libres qui sont faites et la justice passe, etc. Mais je ne connais pas. C'est très bien que vous allez aller dans nos sens et être avec nous. Mais je peux vous dire que vous n'êtes pas du tout le président du peuple. Bon, vous n'êtes pas le président du peuple. Mais alors, ça, c'est peut-être la plus intéressante parce que hier soir, il y a eu 28%. Emmanuel Macron, elle est très contente de son président. Elle va bien, elle veut le renouveler, elle n'a pas de souci. Après, vous avez 3 blocs. Marine Le Pen, la France Insoumise et les abstentions. Ces 3 blocs, c'est 70% des Français. Donc ces gens sont... Un peu plus avec les abstentions. Ces gens sont ou hors système, ou en colère, ou en détestation, ou en hostilité, etc. Et vous faites comment maintenant ? Dans ce pays-là, qui est fracturé. Vous faites comment ? C'était un peu le cas en 2017 déjà. Et en 2012 et en 2007. Ça a toujours été. C'est aussi pour ça qu'il choisit le Nord et les terres électorales de Marine Le Pen. Non, je suis pas d'accord. En 2002, c'était ça. C'était pas, pardonnez-moi, les mouvements qui n'étaient pas des mouvements de protestation ou de colère comme aujourd'hui. Quand Nicolas Sarkozy est élu face à Ségolène Royal, la gauche, c'est pas simplement de la colère ou de la protestation. Enfin, aujourd'hui, vous avez des mouvements... Quand Jean-Marie Le Pen arrive au second tour en 2002, devant Lionel Jospin, ça montre quand même qu'il y a un pays qui est fracturé aussi. Il est fracturé par l'abstention, parce que je vous signale qu'on avait moins voté en 2000. Vous savez pourquoi c'est nouveau ? Vous savez, ce n'est qu'un bloc. On avait moins voté en 2002 que dimanche dernier. Donc ça veut bien dire que votre deuxième bloc de l'abstentionnisme était déjà... Mais là, il n'y a plus que des protestataires. Mais parce que en 2017... C'est-à-dire les abstentions. Je veux dire, vous avez 3 blocs qui sont 3 blocs de colère. En 2017, Emmanuel Macron a dynamité quelque part les grands partis du gouvernement. Oui. À l'époque, nous avions une opposition, une contradiction, droite-gauche. Et donc, à partir du moment où vous avez ces partis qui n'ont plus leur importance, vous laissez la place aux extrêmes. Oui. Que ce soit l'extrême un peu gauche, on ne va pas dire Mélenchon extrême gauche, mais gauche disons radicale, et puis Marine Le Pen. Oui, ma question, ça ne veut pas dire qu'il n'ait pas eu cet objectif final aussi. Ma question, c'est vous faites comment il fait Emmanuel Macron s'il est élu? Il pourrait dire la même chose de Marine Le Pen. Ça dépend de majorité, s'il est élu, qu'il aura l'Assemblée nationale. S'il a 500 députés, c'est réglé. Mais pourquoi? Mais il y en a 400. C'est un renier à chaque fois qu'il aura la majorité, il faut toujours par la... Il y en a 400 et maintenant il y en a encore 300. Parce que le deuxième tour. Emmanuel Macron sur le débat sur le deuxième tour. Voilà ce qu'il a dit. Je débattrai avec Marine Le Pen, comme je l'ai fait il y a 5 ans. Ouais. Mais j'ai hâte, vous voyez, d'expliquer, d'abord de lever les contre-vérités qui sont installées, les facilités de son côté, parfois les caricatures qui étaient faites sur mon projet. J'ai hâte de continuer à entendre, d'aller convaincre et évidemment de débattre. J'aime le débat, comme vous savez. Mais vous qui venez de la gauche, vous avez d'ailleurs voté plus pour Fabien Roussel ou pour hier Oui, j'ai voté pour Fabien Roussel. D'ailleurs, Fabien Roussel qui empêche Jean-Luc Mélenchon d'être deuxième. On peut bien sûr c'est une analyse parmi d'autres. Mais vous savez, déjà, Jean-Luc Mélenchon, des 3 candidats qui fait plus de 20%, est celui qui bénéficie le plus du vote utile. Un électeur sur 2 qui a voté Jean-Luc Mélenchon, ce n'était pas son choix de cœur, mais son choix de raison. Je dis ça veut dire qu'il a beaucoup bénéficié déjà de voix venant, pas que d'ailleurs du candidat communiste sur son premier choix, mais y compris, je crois, d'Anne Hidalgo pour ce qui pouvait en rester, ou y compris de Yannick Jadot. La question que je pose,
c'est qu'on ne dit pas que Marine Le Pen est handicapée par Reconquête ou Dupont-Aignan. Elle se qualifie. Il aurait fallu je termine, que la somme des voix de gauche permette un rapport de force bien plus conséquent avec la qualification du plus fort, à savoir Jean-Luc Mélenchon. Je le crois vraiment. Oui, parce que sinon, le fait de siphonner à ce point-là pour ne pas se qualifier, c'est aussi une difficulté. Vous savez le total des voix de gauche hier soir? Oui, on est à peu près à 34. 31. 34. Si Marine Le Pen n'avait pas été au second tour, 34. Éric Zemmour mais Jean-Luc Mélenchon a fait une très belle campagne et une dernière ligne droite de folie. Olivier, si Marine Le Pen n'avait pas été au second tour, Éric Zemmour a été accusé d'avoir fait le marche-piège. D'ailleurs, ça avait déjà commencé avant le premier tour. Bon, en tout cas, ces blocs-là, qui sont, me semble-t-il, alors c'est plus fort, ça l'était peut-être, mais j'ai le sentiment que c'est encore plus fort qu'il y a quelques années, créent une France fracturée et c'est rendu plus fort et vous l'avez dit tout à l'heure, c'est que les deux partis qui jusqu'ici tenaient la Ve République, le Parti socialiste et les Républicains font 7% à eux deux. Oui, c'est-à-dire que donc à partir du moment où les partis de gouvernement se sont effondrés, évidemment, ce sont des partis non gouvernement, non capables de gouverner qui prennent. Il y a quand même un paradoxe qui est tout de même fascinant parce que vous avez effectivement un score le plus désastreux que la droite ait pu faire et la gauche aussi. Même pas remboursé. Mais je rappelle quand même, parce que j'entends la petite musique depuis hier soir, les LR c'est fini, c'est mort, etc. Je rappelle quand même que les LR sont majoritaires au Sénat, qu'ils sont majoritaires dans les plus grandes villes de plus de 10 000 habitants. Ça va devenir une fédération d'élus. Qu'ils ont, qu'ils ont les départements, qu'ils ont les régions, qu'ils ont les fédérations, etc. Donc, vous ne pouvez pas dire dépôt de bilan, faillite, etc. des LR. Ça n'est pas vrai. C'est pas florissant. Le Parti socialiste avait plus encore au début du quinquennat Hollande. Valérie Pécresse qui a fait la quête devant les Georges Fenech, ils sont pas morts, c'est pas vrai. Georges Fenech, je veux bien qu'on dise ce qu'on veut. C'est la défaite dans une présidentielle la plus importante depuis 1947. Absolument, personne ne peut le contester. 47. Bien sûr. Donc ça fait 53, ça fait 75 ans. Le parti reste le premier parti d'opposition. Oui. Il est majoritaire. Mais on en parlera tout à l'heure d'ailleurs. C'est ça le problème, c'est que vous... C'était chronique d'une défaite annoncée. Parce que Valérie, c'était difficile pour elle, la ligne éditoriale, si j'ose dire, coincée entre Emmanuel Macron et Zemmour. C'était pas simple. Mais en plus, il y a eu un problème sans doute d'incarnation. Et avant cela, moi je continue à penser que les primaires sont dévastatrices. Absolument. Oui. D'ailleurs, les deux finalistes sont les deux qui n'ont pas fait de primaire. Georges, les quatre. Les trois, même les quatre. Les quatre premiers sont ceux qui n'ont pas fait de primaire. Macron, tous les autres ont Le fait Pen, des primaires. Zemmour n'ont pas eu besoin de primaire. Et en primaire. 2017, ça aurait dû nous servir de leçon. On n'en a pas tenu compte. Et voilà. Et les trois gros perdants sont passés par premier tour LR. Il faut qu'il y ait un candidat qui se dégage. Mais ça n'a pas marché. Mais là, il n'y en avait pas. Oui, ça n'a pas marché. Mais là, la prochaine fois, il y en aura peut-être parce que vous êtes tellement peu nombreux que peut-être il y aura un candidat naturel puisqu'il n'y aura plus de parti quasiment, donc il sera tout seul. Vous savez, la nature a horreur du vide. Voilà. Donc il y a un grand parti, enfin une grande ligne politique. Vous ne pouvez pas l'enterrer comme ça du jour au lendemain, qui vient du gaullisme, il y a une partie qui va je vous le dis encore une fois, a un maillage sur tout le pays. Regardez, les macronistes ont essayé de prendre des régions. Combien de régions ? Le Front National, le Rassemblement National, combien de régions ? Combien de départements ? Zéro. Ils ont plus pris manifestement de membres donc, de arrêtons de dire les LR sont morts. Ils ne sont pas morts. Bon, dernière chose, Emmanuel Macron qui a parlé de comment le Rassemblement National se nourrit de la fatalité, dit-il. Ce qui est vrai, c'est que les extrêmes, en particulier le Front National, il se nourrit de la fatalité. Il se nourrit des échecs passés, de la désindustrialisation, de la misère qui s'est installée. Et donc, moi j'entends le message haut et clair. Est-ce qu'on a répondu assez vite et fort ? Non. Mais est-ce que pour autant il faudrait aller dans le sens inverse et se dire on lâche tout, on va dans un discours de haine, un repli où on a fait... Pas du tout. Donc je suis là pour défendre les choses, venir en soutien de tous les élus républicains, quelle que soit leur sensibilité, et apporter des réponses à nos compatriotes. Bon, c'est intéressant cette journée parce qu'elle pose manifestement les jalons de ce que sera les 15 jours. On va notamment à la pêche aux électeurs de la France insoumise. C'est ça la réalité. On leur parle. Oui. C'est Marine Le Pen dès hier soir en disant qu'elle est opposée à la réforme des retraites d'Emmanuel Macron. D'ailleurs, Emmanuel Macron a dit qu'il n'était pas fermé à un référendum. Elle pourrait prendre jusqu'à 21% selon un sondage des électeurs de Jean-Luc Mélenchon pour le moment. Donc c'est ce que dit là Emmanuel Macron, qui parle d'extrême droite, qui prend le logiciel des années 80-90. Mais il est aussi sur les terres électorales de Marine Le Pen. Il était dans sa circonscription. Demain.
Est-ce que ce sera efficace ou pas? Moi, je l'ai trouvé bavard aujourd'hui, avec beaucoup de sujets. Oui. Et à la fin, on se dit, mais qu'est-ce qu'il a imprimé? C'est-à-dire, il est venu sur beaucoup de sujets, c'est un peu contradictoire sur la réforme des retraites. Il dit, je maintiens, mais je veux faire un référendum. Il fait enfin campagne, ce qu'il n'a pas fait avant le premier tour. Oui, mais là encore, moi, je veux bien... On a dit, il n'a pas fait en campagne, c'est entendu. Il est suffisant, il est arrogant, il est tout ce que vous voulez. On a dit que ça, ces derniers jours. Il sort à 28. Il sort à 28. C'est son bloc social. Donc, c'est son bloc, oui. Avant le premier tour, donnait 51-49 au second tour. Donc la détestation, et c'est pour ça que ces blocs sont en place. Il y a effectivement des gens qui le détestent, bien évidemment, et qui sont hostiles à lui, qui n'iront jamais voter pour lui. Et qui sont sur les terres où il était aujourd'hui, terre de Marine Le Pen. Mais il y a aussi une autre France, manifestement, c'est pas toute la France, qui adhère à sa politique. Ce que c'est le livre de Jérôme Fourquet, La France archipélique. Exactement. Dans laquelle il montre une France qui a bénéficié de nouvelle économie, de l'Europe, du commerce mondial, et une France qui est restée à côté de cela. Et l'intérêt électoral prend ça. La pause. Et alors, on va parler de Zemmour, bien sûr. On parlera alors. Valérie Pécresse, il y a un truc que j'ai compris, elle est endettée personnellement, dit-elle. Personnellement. Mais pourquoi? C'est le parti qui fait la campagne? Non, le parti en paye une partie. Ensuite, 5 millions, c'est beaucoup d'argent. Oui, ça paraît. Ceci dit, moi, je me souviens avoir participé au Sarcoton. Oui. Il suffirait peut-être de demander un effort, ne serait-ce que tous les élus. Les élus LR, ils sont plusieurs dizaines et dizaines de milliers. Hein. Oui. Moi, je me souviens, les députés, on nous a demandé de verser 1 000 € à l'époque. On les avait versés. Mais il n'y a pas que des députés, il y a des conseillers régionaux, etc. Non, mais je suis d'accord avec vous. Mais comment double peine, non seulement ils ont mal représentés, et en plus ça leur coûte cher. Et ça, on leur fait les poches. Franchement, alors là. Non, mais je savais pas que je ne savais pas que la candidat. Je pensais que c'était le parti qui payait lorsque tu partais en campagne. Que tu avais une somme. Quand tu es certain de faire plus de 5, ça se fait. Mais jamais elle a pensé faire moins de 5. Personne n'avait imaginé qu'elle soit en moins de 5%. C'est pas possible. Personne. Mais vote-t-il Macron? Je veux dire, mais. Bon, on va marquer une pause. Alors, c'est vrai l'aider. On peut pas la laisser comme ça. Attendez, aidez là si vous voulez. Je sens que ça vous touche. Vous êtes trop sensible. Aider Valérie Pécresse. Vous n'allez pas nous faire pleurer sur Valérie Pécresse parce qu'elle doit 5 millions d'euros quand même. Parce qu'après, faites un geste dès ce soir. Non mais attendez, je veux dire, on va pas lancer. Vous avez le cœur sec. Vous avez le cœur sec. Mais non, mais vous faites ce que vous voulez, mais vous n'allez pas faire pleurer la France entière parce que Madame Pécresse a emprunté 5 millions d'euros. Écoutez, elle nous fait un appel, il faut quand même écouter. Vous allez donner combien, Jean? Vous allez donner combien? Je verrai. 5 euros, il va donner. Bon, la pause, à tout de suite. Avant de faire un chèque pour Valérie Pécresse que nous a demandé notre ami Georges Fenech, à 20h31, c'est Jeanne Cancard. En Ukraine, à Mariupol, les séparatistes disent avoir conquis la zone du port. Plus tôt dans la journée, l'armée ukrainienne a annoncé se préparer à un dernier combat. Aujourd'hui sera probablement l'ultime bataille car nos munitions s'épuisent. Ce sera la mort pour certains d'entre nous et la captivité pour d'autres. Pendant plus de 40 jours, des combats intenses ont ravagé cette ville portuaire au sud-est du pays, assiégée par l'armée russe depuis le début du conflit. Au Mali, l'Union européenne arrête ses formations militaires mais reste au Sahel. Les 27 ont décidé de stopper les entraînements de l'armée et de la garde nationale dans le pays. Les événements nous forcent à ces décisions. Nous n'avons pas obtenu de la junte les garanties demandées, mais nous n'abandonnons toujours pas le Sahel. Toujours à l'étranger, aux Philippines, une tempête fait au moins 24 morts. Des inondations et des glissements de terrain touchent le sud de l'île. Après des pluies diluviennes, plus de 13 000 personnes ont dû fuir vers des abris d'urgence. On parlera évidemment de Marine Le Pen, mais parlons d'Éric Zemmour. Parce que il était au bord des larmes d'ailleurs, Éric Zemmour, après son discours. Il était vraiment marqué, très triste, très atteint parce qu'il ne pensait pas faire, en tout cas, sous la barre des 10%. Ce qui est intéressant, c'est que, et c'est là aussi, tu vois, l'atmosphère d'une campagne électorale. Tu ne crois pas ce qui est sous tes yeux. Ce que sous tes yeux, c'était les sondages. Jusqu'au bout, il a cru au vote caché, mais sincèrement. Il était tellement caché qu'il n'existait pas. Oui, effectivement. Mais ça montre, et Georges Fenech, vous qui avez fait pas mal de campagnes, l'espèce de paranoïa qui infuse dans une campagne électorale, dans une équipe, où tout d'un coup, on ne veut plus entendre le réel. Pourquoi ? Parce qu'il y avait 120 000 adhérents à Reconquête, parce qu'il faisait des records sur toutes les chaînes de télévision, parce qu'il a rassemblé des dizaines de milliers de personnes au Trocadéro. Et donc ça fait aussi jurisprudence, la campagne d'Éric Zemmour, c'est très clair. Maintenant, il y a une décorrélation très nette.
c'est pas parce que vous faites des salles pleines, c'est pas parce que vous avez quasiment, c'est le chiffre qui revendiquait 100 000 personnes au Trocadéro, et bien que ça se répercute automatiquement dans les urnes. Une campagne, parce qu'il avait aussi un pouvez pas public faire autrement surmobilisé. Alors, il avait un public on va voir des surmobilisé. images, mais voilà. en petit nombre. Zemmour, c'est un novice en politique. Hein. Oui. Il faut qu'il apprenne. Il faut qu'il apprenne. On Il a voit des reconnu images des erreurs d'ailleurs de la hier, déception, mais il y a quand même, Les réfugiés disons-le, ukrainiens, ça lui en a fait cher. février, regardez ces images que vous Oui, ça avez c'est quand les tournées, résultats tombent. bon, qui sont très intéressantes. Bon, lorsque la guerre est déclenchée, les courbes avec Marine Le Pen sont proches. Au Mont-Saint-Michel, Oui. juste avant, c'est le week-end avant que Poutine franchisse la frontière ukrainienne, il est à 16,5 dans l'IFOP, il passe à nouveau devant Marine Le Pen. Et il est monté Juste à avant 18. la guerre en Ukraine. Non, 16,5 juste avant 16,5. la guerre en Ukraine. Je me souviens très bien, l'IFOP, je me souviens de Guillaume Pelletier, tout le monde dans son équipe croit, il marchait sur l'eau au Mont-Saint-Michel. Quelques jours plus tard, Bien, c'est l'endroit où on peut marcher sur l'eau. quelques jours plus tard, Des sables mouvants. Faites attention. Quelques jours plus tard, les chars de Poutine entrent en Ukraine et ça commence. Et puis il y a une erreur vraiment monumentale. C'est sur RTL le lundi matin où il dit être le seul candidat et à assumer à ne prendre aucun réfugié, à refuser tous les réfugiés ukrainiens. Mais et après il y aura une semaine de rétropédalage. À votre avis, c'est ça qui va déclencher une sorte de descente, de passer de 16,5 à 7? Il a réussi à se remettre de toutes les polémiques du mois de novembre. Il a réussi à se remettre de la polémique sur les enfants handicapés. Il n'a jamais réussi à se remettre d'abord de l'invasion en Ukraine et puis effectivement de cette polémique sur les réfugiés. Il faut dire aussi que sa sociologie était plus sensible à la guerre en Ukraine, puisque vous savez le fameux effet drapeau, quand en gros il y a une grosse crise, on se tourne vers celui qui est chef, à savoir Emmanuel Macron, et l'électorat filloniste était plus sensible à cela, et donc il a perdu des fillonistes qui sont partis vers Macron au moment de la guerre Donc en s'il n'y avait Ukraine. pas eu cette guerre, vous pensez que la descente, on ne On le peut pas saura réécrire jamais. l'histoire, mais en tout cas c'est ce qui lui a Georges coûté la- Fenech, c'est intéressant parce qu'au C'est moment... trop intelligent pour moi. Oui. Moi, j'ai une explication beaucoup plus simple. Non, C'est pour ça vrai. que vous êtes homme politique et nous sommes que journalistes. Non, mais je plaisante pas, c'est trop intelligent. Bien sûr, Non, je dis ça. j'ai l'air de plaisanter. Je dis simplement que le thème qu'il a mis sur la table, à savoir la protection, la sauvegarde de la France qui allait disparaître, au début, ça a imprimé. Mais après, je dirais, les véritables sujets sont remontés à la surface. Le pouvoir d'achat, l'économie. Et là, il a commencé, à mon avis, à reculer. Mais non, puisqu'il vous Et dit qu'à Marine Le Pen- 16,5... pourquoi il est à 16,5 Pourquoi il est à 16,5 le 15 Parce que février c'est ce que je viens de dire. Au début, effectivement, il a passé comme... Il y a quand même un lien Mais c'est très pas- net. non, mais Il y a c'est un pas- lien- on n'est pas au il y a début, un lien on est très le net 15 février. entre sa chute et l'Ukraine. voilà. Le lien Alors, existe. l'Ukraine n'a pas favorisé, vous avez raison. Est-ce C'est que le vous minimum. vous souvenez- Ça l'a fait chuter. Mais Bon, je veux dire, écoutons tous les candidats quelques- ont des Juste, rapports. Oui. Pascal, est-ce mais que vous vous je vous en prie. souvenez de sa dernière intervention sur l'émission de TF1 face à la guerre? Sa dernière minute. Oui, il bafouille. Oui, où il bafouille, Il bafouille. où il regardait ses pompes, où il ne sait plus. C'est en effet un métier. Et sur le savoir-faire sur certains moments, je pense qu'il a perdu. Voilà. Parce Bon, que ça, écoutons voilà. quelques militants et on écoutera après Marion Maréchal. On est très 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 déçus évidemment. Ce chiffre 6 par rapport à l'investissement, par rapport à tout le travail qui a été fait sur le terrain, nous semble vraiment très 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 faible. Il ne mérite clairement pas ce score. Et je pense réellement qu'il y a eu trucage durant les élections, enfin au bureau de vote, parce que c'était pas possible et je peux pas admettre que Mélenchon soit même au-dessus. Globalement hyper déçu, on pensait faire plus, hein, on va pas se mentir. Je ne voterai pas Macron, ça c'est sûr. Après, peut-être un vote blanc, peut-être Marine Le Pen, on verra. Je ne pense pas voter Marine Le Pen pour le second tour des élections de 2022. Je m'attendais à une grande élection et en réalité je pense que le peuple français a eu le droit à une grande manipulation. Probablement, mais le problème c'est que Marine Le Pen c'est une machine à perdre. Donc peu importe, je pense qu'on va en reprendre pour 5 ans de Macron. Donc on va quand même voter pour Marine Le Pen, il faut espérer. Mais je pense que ça ne marchera pas. Écoutons Marion Maréchal et après on s'interroge sur ce qu'il va faire ces prochains jours. Ça a été un procès objectivement très injuste qui lui a été fait. Il a pris les balles pour beaucoup, y compris pour Marine Le Pen. D'ailleurs, il était l'ennemi public numéro 1 dans cette campagne. Mais qu'importe qu'il y ait eu des erreurs, en fait, tous les candidats font des erreurs dans des campagnes, ça peut arriver. Éric Zemmour s'en est pas hier, elle les a totalement assumées. Donc là-dessus, je pense qu'il n'y a pas de problème. Mais ce que je crois fondamentalement, c'est que quand vous avez une campagne où les Français ont le sentiment de ne pas avoir accès véritablement à un débat de qualité, accès aux propositions des candidats dans tous les sujets, eh bien, il y a des marques qui s'imposent. Il y a une marque, disons-le comme ça, une marque Mélenchon, une marque Le Pen, une marque Macron qui était peut-être mieux identifiée et que nous avons manqué de temps, j'y viens, pour probablement faire davantage connaître la personnalité d'Éric Zemmour. A priori, il ne parlera pas jusqu'au 24 avril. Ça sera silence
radio. Alors, quid après? Est-ce qu'il se présente aux législatives? Il avait dit oui, que oui. Est-ce que Reconquête est un mouvement qui voudra aller avec le Rassemblement national? Son avis politique national, il faut se présenter à des élections, et particulièrement aux législatives. Après, avec les succès qu'on peut imaginer, pas imaginer, mais il ne peut pas faire l'impasse sur les législatives. Enfin, ce matin, Jordan Bardella nous a dit pas d'alliance avec Reconquête. Oui. Pas d'alliance aux législatives avec Reconquête. Et très donc, ça clairement, sera compliqué pour eux s'ils ont des candidats RN en phase 2. On comprend que pour le Rassemblement national, Reconquête, c'est le mistigris, quoi. On se leur file. Alors, on veut les électeurs. Surtout pas, on veut les électeurs. On veut surtout pas. Sinon, il la rediaboliserait tout de suite. Il n'y aura aucun meeting avec lui. C'est ce qu'on comprend. Mais on peut comprendre Marine Le Pen, que les mots échangés n'ont pas forcément été tendres pour Marine Le Pen, et qu'aujourd'hui, vous avez 21 points, il en a 7. Bon, voilà. 24 points. Oui, 24 points. 21, c'est Mélenchon. Aussi sur les divisions internes. Donc, vous vous êtes fait houspiller pendant des semaines, et à l'arrivée, vous avez 17 points d'avance. Bon, ceci dit, 7% pour quelqu'un qui se présente pour la première fois. Oui, bien sûr. Rien. Mais bien sûr que c'est pas rien. C'est le score qu'avait fait Chevènement, c'est le score qui avait fait plus loin. Il faut lui donner de l'argent aussi. Je me souviens. Et il est devant les LR, c'est ça qui est quand même assez extraordinaire. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il pourra avoir le chèque pour qui? Pour Zemmour. Quand même. Mais cher Georges Fenech, cher Georges Fenech, vous êtes entré au RPR en quelle année? Jamais. Ah bon? Non, j'ai jamais été RPR. Je suis rentré pour la première fois en politique avec l'UMP en 2002. D'accord. Mais je veux dire, tout ça, c'est votre échec à vous. C'est parce que vous, gens de droite, vous êtes éloignés de votre public de droite et ils sont allés ailleurs voir parce que vous avez dérivé évidemment sur vos idées. C'est assez simple. Mais si. On a commencé à creuser notre tombe en 2017 quand on s'est fourvoyé à soutenir un candidat qui n'était plus crédible. À partir de là, ça a été le commencement de la fin. Et je l'avais dit à cette époque-là. Et vous en... Non, mais... On est revenu à 100 députés alors que nous étions 200 parce que nous n'étions pas au second tour. Aussi que vous n'avez pas défendu vos idées de droite. Mais enfin, LR est à Matignon. Depuis des années. LR est à Matignon, est à Bercy, est à Beauvaux. Mais les idées, LR, c'est Macron maintenant. Les idées, elles sont toujours là. LR, c'est Macron. Il a tout aspiré, hein. Ah mais oui. En partie. Il va terminer d'aspirer les cadres aussi. Alors, les Républicains sont en train de se demander ce qu'ils doivent faire, soutenir Le Pen ou soutenir Macron. Leurs électeurs ont tranché avant, parce que les électeurs ont quitté Valérie Pécresse pour aller se porter plutôt massivement sur Macron. Donc les questions qui se posent, ils se posent avec 6 mois de retard. Une petite sortie de Macron qui est passée sous les radars hier. Il a dit quelque chose de très intéressant. Il a annoncé peut-être la fin de la République en marche. Et personne ne reprend ça. Je pourrais même donner des informations. Comment? Il y a un parti qui va être lancé à la place de la République en marche. Mais bien sûr. Peut-être dès cette semaine. Mais peut-être dès ce soir. Peut-être. On va le dire ici. Peut-être demain matin. Voilà. Peut-être très vite. Dès cette semaine. Sur l'annonce sur le rassemblement. Et ça, c'est passé du centre-gauche à la droite, qui serait cette espèce de grand parti pivot comme le FUR, le MRP, Attrape-tout, de façon à accueillir tous ceux qui veulent rentrer dans la maison. Qui était l'idée initiale de l'OREM. Voilà. Et alors, ça s'appellera À la soupe. À la soupe, carrément. Non, je ne sais pas. C'est un grand parti opportuniste. Venez, viens des dons. Quel échec pour M. Guérini. Viens des dons, ceux qui sont... C'est l'auberge espagnole. Vous n'êtes pas content? Allez, on prend. Non, mais bon. Quel échec pour M. Guérini, pour Stanislas Guérini, qui croyait encore être le patron du parti majoritaire. Écoutez. Ce petit... C'était hier soir, d'ailleurs. C'est passé c'est passé sous les radars. Il annonce hier soir la fin de la République en marche. Sans le dire évidemment aussi clairement que je le dis. Ça n'a pas eu un grand succès. Non, ça a permis de porter Macron. C'est des élections intermédiaires, j'entends. Enfin, je veux bien, vous êtes à 4%. Il faut choisir, oui, voilà, c'est ça. 4% la présidentielle et des mairies. C'est pas la reine qui a fait ce score-là hier. Non. Mais vous n'y êtes pour rien, mais vous n'avez pas assez donné d'argent. Sortez le chéquier. Écoutons Emmanuel Macron. Dans ce moment décisif pour l'avenir de la nation, plus rien ne doit être comme avant. C'est pourquoi je souhaite tendre la main à tous ceux qui veulent travailler pour la France. Je suis prêt à inventer quelque chose de nouveau pour rassembler les convictions et les sensibilités diverses afin de bâtir avec eux une action commune au service de notre nation pour les années qui viennent.
C'est notre devoir. Bon, quelque chose de nouveau. C'est assez gazeux comme... écoutez, on va attendre un petit peu. Marine Le Pen, je peux gagner. Elle l'a dit. Elle était, elle, dans Lyon. Oui, parce cet qu'elle ne après-midi. voulait pas laisser Emmanuel Macron seul sur le terrain. Déplacement prévu au dernier moment de Marine Le Pen, puisqu'elle a vu qu'Emmanuel Macron saturait les chaînes info. Donc elle a prévu ce déplacement au tout dernier moment, puisque Éric Zemmour, lui aussi, Emmanuel Macron, pardon, était sur le terrain. Cadre bucolique. Cadre bucolique, cadre rural, demain aussi encore dans cette France rurale pour toujours mettre en avant le pouvoir d'achat, pour rester cette candidate du pouvoir d'achat. D'ailleurs, la France des champs et la France ville n'est pas même. La France ville, Emmanuel. Elle a fait une campagne de sous-préfecture depuis un an. Quand on regarde sa carte, elle a fait... Bon, écoutez, en tout cas, elle dit je peux gagner Marine Le Pen. La marge d'erreur est de 3%. Donc, je ne vais pas discuter avec vous des chiffres. Ce que je veux dire, c'est qu'on est quand même très proche. Voilà, c'est ça en réalité. La réalité des sondages qui ont été effectués ce soir, c'est que nous sommes très proches. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux gagner cette élection présidentielle. Et que donc je redirai tout le long du second tour ce que j'ai dit au premier tour. Si le peuple vote, le peuple gagne. Or, je souhaite que le peuple gagne. Alors, est-ce qu'elle peut gagner mathématiquement? Tout le monde a pris son crayon. Mais alors, quelles sont les conditions de la victoire? Alors, mobilisation forte d'un électorat qui lui est favorable. Souvenez-vous, au régional, on lui avait prédit 3 régions, peu de participation, donc du coup, elle en a pâti. Bon report de voix des électeurs d'Éric Zemmour et des électeurs de Nicolas Dupont-Aignan. Ça, c'est facile à imaginer. Probable. Oui. Et Éric Zemmour, pas tout le monde, dans la salle hier, pas tout le monde. Et un report de voix plutôt favorable venant du butin à prendre, qui est celui de Jean-Luc Mélenchon. Mais Anne Hidalgo, Jean-Luc Mélenchon, Fabien Roussel, Yannick Jadot, tous disent qu'ils ne voteront pas. Christian Jacob, tous disent qu'ils ne voteront pas. Ce que ça vaut, c'est-à-dire pas grand-chose. Ah, pourquoi vous dites ça? Est-ce que vous croyez que les électeurs de Madame Hidalgo vont la suivre aveuglément dans ce cas? Non, mais je pense que quand même ça a un peu d'influence, forcément. Ça a une influence que je trouve très très relative, vraiment. Bon, les électeurs, par exemple, de Jean-Luc Mélenchon, ils vont voter pour qui, à votre avis? Il y en a qui vont voter pour... Ce matin sur votre chaîne, fait par Opinionway. 21% pour Marine Le Pen, 30% en gros pour Macron, et 50%, je ne sais pas où, je me réfugie en abstention. C'est ces 50%-là qu'il faut aller Je pense que le débat aussi du second tour aura une importance capitale. Mercredi prochain, on verra si effectivement Marine Le Pen a largement progressé par rapport à 2017, où ça avait été une catastrophe. Donc, si elle rassure, si elle est crédible, notamment en matière économique... Et vous pensez qu'elle peut gagner? Bien sûr qu'elle peut gagner. Bien sûr. Quand on est dans la marge d'erreur entre 1 et 3%... il y a du 50-46, on n'est pas dans la marge d'erreur. En fait, il y avait un sondage, même le sondage FOPI qui donnait 51-49, il est devenu 52-48, 52,5. Mais vous êtes toujours dans la marge d'erreur. Oui. Jeanne Cancard. La réclusion perpétuelle, la réclusion criminelle à la perpétuité requise à l'encontre de Nicolas. Le Chilien est jugé pour l'assassinat en 2016 de son ancienne petite amie japonaise dont le corps n'a jamais été retrouvé. Pour l'avocat général, l'accusé l'a délibérément tuée avec préméditation, faute d'avoir pu la reconquérir. L'homme, âgé de 31 ans, continue, lui, de clamer son innocence. Nouvelle tension à Sevran où un contrôle routier a dégénéré. Hier, en fin d'après-midi, un véhicule de police a été pris pour cible par un groupe de jeunes. 2 fonctionnaires ont reçu des projectiles et ont été légèrement blessés. Les auteurs des faits, eux, ont pris la fuite. Concernant la crise sanitaire en France, les hospitalisations sont toujours en hausse. Leur nombre repasse au-dessus de la barre des 24 000 pour la première fois depuis début mars. Actuellement, 24 000 malades sont hospitalisés, donc contre 20 000 à la fin du mois de mars. Comme nous sommes pressés par le temps et qu'on voulait écouter Marine Le Pen plus longuement, je le dis à Benjamin No, qui est en régie avec nous, et nous allons écouter Marine Le Pen lorsqu'elle s'est exprimée sur le front républicain. Ce fameux front républicain, est-ce qu'il va exister ou pas, qui va déterminer sa victoire ou non, celle de Marine Le Pen. Écoutez ce qu'elle a dit. Le Front républicain, c'est encore une fois une manière de se faire sauver alors qu'on ne le mérite pas. Voilà, par une sorte d'appel automatique au barrage. Donc sûrement, il comptait sur ce front républicain qui par ailleurs n'a jamais été républicain, qui a toujours été très anti-républicain. Mais moi, je pense qu'effectivement, c'est aujourd'hui chaque Français qui va prendre sa décision. Et s'il souhaite reprendre le pouvoir, eh bien, il faut qu'il vote pour moi. Bon, je rappelle quand même que hier, et c'est pas simple pour Marine Le Pen, je rappelle que Valérie Pécresse, Yannick Jadot, Fabien Roussel, Anne Hidalgo, 4 candidats ont appelé à voter pour Emmanuel Macron.
Vous avez cité Valérie Pécresse. J'ai cité Valérie Pécresse. Elle n'a pas appelé à voter pour Macron. Elle a dit qu'elle voterait pour Macron, qu'elle ne donnait pas de consigne de vote. Non, il faut préciser. Oui, il y a une nuance quand mais même. vous avez parfaitement raison, il y a une nuance, effectivement. Elle a été très Par contre, c'est vrai qu'il y a un Front républicain, puis tous les chefs de parti et les candidats qui ont appelé finalement à ne pas voter Marine Le Pen, Mélenchon. Donc le Front républicain, de Quoi fait, qu'il arrive, il ne fonctionnera pas comme il y a 5 ans, puisque l'écart ne sera pas aussi énorme quoi qu'il arrive entre les deux au final. Les électeurs vont suivre. Comme il reste quelques secondes, j'aurais pu vous parler d'Anne Hidalgo qui fait 2,18 à Paris. Oui. Ouais, incroyable. 2,18. Alors qu'elle est maire depuis 8 ans. Un socle de départ. Non, mais c'est Ça pousserait à démissionner. Ça Vous avez 2% des... Oh non, vous rigolez, Valérie pourquoi Pécresse démissionne de... Et Valérie Pécresse est 5e à Versailles. Elle est battue par Mélenchon qui fait plus qu'elle à Versailles. Vous vous rendez compte? Non, mais c'est absolument Ça a changé, formidable. À Paris, oui, à Paris, Éric Zemmour fait 8,30, mais Anne Hidalgo, maire de Paris, 2,18. Maire de Paris depuis Ça 8 ans. l'affaiblit quand même politiquement. Non, réélu ça il y a la un an rend, et demi. je pense que ça la renforce. Ah oui, vous croyez. Ça la renforce, genre. Je pense que je pense que Anne Hidalgo sort beaucoup plus fort de ce moment-là. Ce que je veux dire. Comment? Oui, j'ai dit une banalité. Non, mais c'est vrai. Mais c'est formidable, vraiment. Alors, Peut-être que Georges Fenech va faire aussi un petit chèque pour Anne Hidalgo. oui, mais faites attention parce que Je suis ruiné ce soir, je reviens plus à l'émission. Bon, écoutez, c'était un plaisir de vous écouter. On sera là évidemment jusqu'au 24 avril avec le suspense qui sera Pas après. Vous arrêtez après, vous arrêtez. Après, c'est terminé. On est directement envoyé en maison de redressement après le 24 avril. Donc on profite de nos derniers jours, si vous voulez. Surtout vous avez suivi Zemmour. Maintenant, je suis second sur Le Pen, vous voyez. Bon, demain matin d'ailleurs, vous serez avec nous. Merci Olivier d'Artigol de votre présence toujours intéressante à nos côtés. À la vision, c'était Philippe aujourd'hui. À la Poursuivez vos efforts. Poursuivez vos efforts. à réalisation, non mais merci. Merci cher Georges et cher Jérôme. Virginie Lebon était à Taïeb était à la réalisation. Jean-François Coulard est au son. Benjamin No, Thomas Saint-Jean et Corentin Brio, merci à eux. L'heure des livres, tout de suite, présenté par Anne Fulda, qui reçoit Philippe Val, son livre Dictionnaire philosophique d'un monde sans Dieu. Essayez un peu d'élever l'âme, ça vous ferait du bien, je trouve. Non, il n'y a pas de chèque, il y a simplement Anne Fulda qui nous attend. À demain.